Avec Allons-y Franco, l'actualité vue par les médias francophones. 37 jours de pluie en France, un record jamais atteint depuis 1959, depuis le début des mesures. Des crues exceptionnelles ont touché plusieurs régions et ce n'est pas fini, même si ce week-end s'annonce plus calme. 3 départements de l'ouest, du sud-ouest donc, sont maintenus en vigilance rouge crue. Des villes, des villages ont été coupés du monde, cernés par les eaux. Le Portugal, l'Espagne viennent de subir le même scénario et il y a eu aussi des crues exceptionnelles au Maghreb. Va-t-il falloir s'y habituer ou est-ce que ça va devenir la norme? Avec nous ce soir, Frédéric Cauderlier, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de TV Monaco, un de nos partenaires. Monaco qui est aussi menacé par la montée des eaux, mais aussi par des mouvements sismiques. Donc on va voir ça avec vous. Ana Navarro-Pedro, bonsoir. Bonsoir. Correspondante à Paris pour la presse portugaise. Le Portugal qui, comme toute la péninsule ibérique, a beaucoup souffert de ces tempêtes à répétition, inondations, crues. Le même scénario en fait qu'en France. Nous sommes en direct avec Sébastien Thomas. Bonsoir. Vous êtes journaliste météo-climat à France Télévisions. On va avoir besoin de vos connaissances pour essayer de comprendre ce qui se joue actuellement en France et ce qui s'est joué ailleurs. Et enfin, nous sommes avec Florian Ringuedet. Bonsoir, rédacteur en chef de France 3 Aquitaine. Vous êtes en direct de Bordeaux. Et donc, comment s'est passée cette journée? Parce que le département, certes, est repassé en vigilance orange, mais la vigilance, vous me le confirmez, reste de mise. Comment s'est passée la journée aujourd'hui? On va dire que c'est une des meilleures journées depuis 10 jours, mais la situation elle est toujours très compliquée sur le terrain. Tout à l'heure, on a contacté le maire de La Réole, qui est une des communes les plus touchées dans le département de la Gironde. Il avait un espoir de décrue marquée depuis quelques jours. Et puis, ces dernières heures, la Garonne est remontée de 80 cm. Donc, vous voyez, la situation, elle est encore très compliquée sur le terrain. Il faut imaginer que vous avez des communes qui sont parfois entièrement sous les eaux depuis jeudi dernier. Certaines maisons sont dévastées. Il y a des véhicules, des exploitations agricoles qui sont évidemment totalement inaccessibles pour les agriculteurs. Donc c'est une vraie catastrophe naturelle sur le département du Lot-et-Garonne, sur le département de la Gironde, le sud du département de la Gironde. Oui, on voit ces images vraiment spectaculaires avec effectivement des villages qui deviennent presque des îles, en tout cas des îlots. Alors pour mieux comprendre ce qui se joue, heureusement, vous êtes avec nous, Sébastien Thomas. En fait, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique, toutes ces successions de tempêtes, parce qu'on rappelle, il y a eu la tempête Nils, c'est maintenant Pedro. Donc comment expliquer tant de tempêtes? Les tempêtes l'hiver et plus globalement les précipitations, les inondations, ça n'a rien d'exceptionnel en soi. Ce qui se passe en revanche, ce qu'on peut dire, le lien avec le réchauffement climatique, il est en fait dans les conséquences de ces précipitations, de ces tempêtes, c'est une accélération du cycle de l'eau dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on le voit, on a des périodes de sécheresse qui sont plus longues et plus intenses. Et puis, quand il pleut, et on le voit très bien en ce moment depuis le début de l'année, eh bien, il pleut de manière beaucoup plus intense. Et ça, c'est une conséquence concrète, là, pour le coup, du réchauffement climatique. Alors, vous restez avec nous, évidemment. Avant de vous donner la parole, je vous propose de voir effectivement ce qui s'est passé, d'aller sur le terrain en France, dans le sud-ouest. Là, c'est un reportage de France Télévisions qui a été diffusé mercredi. Et on voit les conditions dantesques liées à ces crues. On regarde. Le pic de crue n'est pas encore atteint, que déjà la Charente assiège une grande partie des terres qui l'abordent. Voici, en rouge, son lit initial. Doucement mais sûrement, elle s'est élargie, avalant de chaque côté des kilomètres de routes et de champs. La Charente, qui ici s'est invitée dans les rues, les jardins. Vu du ciel, ce village est comme figé, méconnaissable. Même scénario plus au sud, autour de la Garonne. Nous survolons La Réole, 4000 habitants, 7e jour de crue. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut regarder cette image avant la montée des eaux. Ici, les berges du fleuve sont désormais totalement noyées. La digue censée protéger les habitations a cédé par endroits. Plus aucun obstacle n'empêche le fleuve de se répandre. Sous ces dizaines de serres, aujourd'hui inondées, combien de récoltes perdues? Tout ce qui n'est pas sur une butte est recouvert par l'eau.
Conséquence de 35 jours consécutifs de pluie, un record depuis 1959. Sur cette image satellite, on voit le fleuve gonfler au fil des jours. Depuis le 1er janvier, il est tombé sur le sud-ouest de la France l'équivalent d'un hiver entier. Dans le Lot-et-Garonne, au-dessus du village de Jusix, l'immensité là encore du fleuve en crue. Et parmi tant d'autres, cette maison. À gauche, entourée de champs, à droite, désormais cernée par un tout autre paysage. Le ravitaillement des habitants n'est possible qu'en bateau. Vers l'océan Atlantique, les riverains de la Loire ont aussi ce soir les yeux rivés sur le niveau d'eau qui monte là encore 5,30 mètres. Pas un record, mais suffisant pour inonder plusieurs communes entre Nantes et Angers. Voilà, reportage donc diffusé ce mercredi et les crues vont se poursuivre tout le week-end, prévient Vigicru. Je rappelle que 3 départements restent en vigilance rouge. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent ces images qu'on a vu qu'effectivement c'est couvert par tous nos partenaires belges, suisses, monégasques évidemment, parce qu'en fait tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et ces images touchent tout le monde. Et ce qui est terrible, comme le disait Sébastien il y a quelques minutes, c'est que ce sont des phénomènes qui se reproduisent très régulièrement. Et derrière ces images, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des vies humaines. Vous parlez de la Belgique il y a quelques instants, je me rappelle de ces terribles inondations en juillet 2021, c'était 39 morts. Quand il y a eu la tempête Alex en octobre 2020 dans la région autour de Monaco, dans les Alpes-Maritimes, on était à 18 morts. La vallée de la Roya. La vallée de la Roya, la Vésubie, exactement. Aussi, on était à 18 morts. Et si vous cumulez tous ces épisodes qui sont absolument terribles, qui se multiplient de plus en plus, parce que là je ne vous en cite que 2 pour ne pas faire une liste trop longue, mais il y a quand même chaque fois des vies humaines derrière et des dizaines de milliers de sinistrés systématiquement. Là, ces images, c'est ce qu'elles m'inspirent, c'est que il va y avoir une décrue dans les prochains jours, on le souhaite, mais derrière, quels seront les dégâts, quels seront... Quel est le suivi? Est-ce que les assurances répondront présents? Et les assurances, Dieu sait si dans les Alpes-Maritimes, on a compris que c'était un gros problème, parce que vous avez des villages entiers qui ont été touchés par la tempête Alex, qui ne parviennent plus du tout à se faire assurer aujourd'hui. Eh bien, on va y revenir dans quelques instants, mais Ana Navarro-Pedro, sur effectivement le côté meurtrier de ces intempéries, le Portugal, malheureusement, le sait, le bilan n'est pas encore arrêté, non. Mais il y a eu beaucoup de victimes. 18 morts, 2000 blessés jusqu'à présent. On ne parle pas même des cas des personnes malades et qui n'ont pas pu se faire soigner. Il y a encore des personnes isolées, encore des routes qui sont coupées. La pluie continue de tomber sur les terres imbibées d'eau, sur les fleuves en crue. Le vent, heureusement, s'est arrêté ou adouci, parce qu'en plus de l'eau, en plus de la pluie, des crues, on a eu, avec la tempête Christine, des vents à 200 km/h qui ont touché terre dans le centre du Portugal à 200 km/h. On a des villes entières comme Leiria, qui est dans le centre, pas loin pour ceux qui connaissent un peu, du sanctuaire de Fatima. Oui, qui est très connu. Eh bien, cette ville, il n'y a pas un seul immeuble, une seule bâtisse qui n'ait pas été affectée. On a eu les tuiles arrachées, les toits arrachés, et donc la pluie qui continuait de tomber. Vous imaginez les dégâts, les souffrances humaines et les dégâts matériels, et maintenant les dégâts pour l'économie portugaise aussi. Sébastien Thomas, est-ce que justement c'est la force de ces vents, la violence de ces pluies, puis vous l'avez rappelé, hein, il y a eu vraiment énormément de pluies qui sont tombées en peu de temps. Ça, est-ce qu'on peut le prévenir? Est-ce qu'on dit que c'est exceptionnel? Mais j'entends beaucoup d'experts dire « Ah non, c'est pas exceptionnel, maintenant ça va être la norme ». C'est le cas? C'est toujours très compliqué parce que la météo, c'est finalement la seule science à laquelle on demande de prédire l'avenir. Mais il y a une autre science, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la climatologie. Et là, effectivement, pour le coup, eh bien, les climatologues l'ont déjà documenté dans les différents rapports du GIEC. Les tempêtes ne seront pas forcément plus fréquentes, mais plus intenses, avec plus de vent, plus de pluie. On évoquait le Portugal à l'instant, et c'est vrai que, si vous voulez, ce qui s'est passé en ce début d'année, c'est que le courant de jet, il est descendu un petit peu plus bas que d'habitude, et donc il a envoyé sur le Portugal des quantités tout à fait anormales d'eau. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette eau, elle vient d'un océan qui lui-même est trop chaud au niveau des tropiques. Donc si on était dans la même configuration il y a une 50aine d'années, il y aurait sans doute eu le même nombre de tempêtes, mais pour le cas du Portugal, par exemple, il aurait plu beaucoup moins. Et là, c'est une sorte de nouvelle norme, parce que dans les projections, on attend 10-15% de pluie chaque année.
Oui, on voyait, Météo France parle de plus 20% en moyenne en France d'ici 2050 pour des pluies en hiver. Et effectivement, lorsque la température augmente, alors vous allez me dire si c'est effectivement les bons chiffres, de 1 degré, l'air contient 7% d'humidité en plus. Donc évidemment, donc plus de pluie et plus importante. Absolument, c'est une règle de la physique. Plus l'eau est chaude, plus l'atmosphère peut contenir d'humidité, effectivement, et donc on a cette règle, plus 1 degré, 7% d'humidité en plus. On parle de colonne d'eau précipitable. Il faut vraiment que vous imaginiez un réservoir qui va traverser l'océan Atlantique depuis les Caraïbes jusqu'en Europe occidentale, et ce réservoir, il est tout simplement beaucoup plus important aujourd'hui du fait du réchauffement climatique. Florian Ringuedet, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est préparé? Là, il y a aussi des victimes dans le sud-ouest de la France. Mais est-ce que finalement on se prépare? Est-ce qu'on est armé? D'abord, il n'y a pas eu de mort. Depuis l'épisode de ces derniers jours, il n'y a aucune victime à déplorer, aucun mort, aucun blessé. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, sur la répétition des épisodes. On a travaillé cette semaine sur les archives en Aquitaine des différentes inondations qui ont touché la Gironde et le Lot-et-Garonne ces dernières années. 1952, 1981, 1999 avec la fameuse tempête du siècle, 2010, 2013, 2021 et 2026. Alors c'est une période un peu courte pour en faire une statistique, mais on sent qu'il y a quand même une accélération, une répétition plus resserrée de ces événements-là. On est préparé en Aquitaine, on est préparé en Gironde et en Lot-et-Garonne. Les habitants de la région connaissent ces événements depuis des dizaines d'années. Ils savent qu'ils habitent dans des zones parfois inondables. Leurs maisons sont parfois surélevées. Il y a un étage, en fait, la zone de vie de la maison est sur un étage. Pour autant, depuis 1950, la démographie elle a évolué. On a construit des nouveaux quartiers, donc effectivement, il y a des maisons qui sont dans des situations critiques aujourd'hui parce qu'on a construit dans des zones un petit peu moins, oui, peut-être un peu moins chères sur le niveau immobilier. Effectivement, mais aujourd'hui, je lisais ce chiffre, un Français sur 4 exposé au risque d'inondation, c'est quand même énorme. Ben oui, parce qu'il y a une forte pression démographique dans de nombreuses régions françaises, sur les littoraux, et en Aquitaine, on connaît bien le sujet. Donc effectivement, on construit dans des zones qui sont constructibles, mais qu'on sait inondables sur des épisodes qui sont exceptionnels, qui ne sont pas uniques. C'est-à-dire que ce qu'on vit en ce moment, ça peut se reproduire dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça personne ne le sait. Et cet événement est conjugué aussi avec les grandes marées qui ont fait déborder la Garonne. C'est-à-dire qu'effectivement, avec les forts coefficients de marée, le phénomène d'inondation est démultiplié sur Bordeaux et le reste du département. On va voir comment ça se passe, notamment à Monaco, parce que Frédéric Auderlier, effectivement, on parle de l'urbanisation, on vient de l'évoquer, qui est très importante, c'est pas facile Artificialisation. Merci beaucoup, Frédéric. C'est pas simple à dire. Tout ça, Monaco le prend en charge. Est-ce que vous êtes inquiet de vivre, parce que vous êtes sur le littoral? Oui, alors pour le coup, j'ai envie de vous dire qu'à Monaco, on a un peu la menace des deux côtés. C'est-à-dire que comme c'est l'endroit où les Alpes se jettent dans la Méditerranée, Monaco est dans une cuvette juste au pied de ces montagnes. Donc on a l'eau qui vient de la montagne quand il pleut beaucoup, c'était le cas notamment pendant la tempête Alex. Et puis on a aussi l'érosion côtière. Donc les tempêtes qui rendent la mer beaucoup plus agitée, il y a l'augmentation du niveau de la mer aussi. Et donc on le voit par exemple chaque hiver, aujourd'hui, la plage du Larvoto, qui est la plage principale de la Principauté, elle est totalement défigurée. Elle est complètement à refaire systématiquement parce qu'elle est attaquée par des mouvements de vagues et par une houle qui est très importante. Donc ça veut dire que forcément quand on construit, alors à Monaco beaucoup de choses ont déjà été construites, il n'y a plus beaucoup de terrains constructibles, mais on tient compte en tout cas de ces éléments-là, auxquels on doit ajouter une autre difficulté qui est le risque sismique, parce que dans cette région-là, il y a des mouvements sismiques qui sont assez réguliers. Et donc oui, on en tient compte quand on construit des immeubles avec des systèmes d'évacuation d'eau particuliers, avec une capacité de ruissellement la plus dense possible, ce qui n'est pas forcément évident sur un territoire petit comme Monaco, 2 km². Donc on travaille beaucoup évidemment aussi avec l'État voisin, la France, qui elle prend énormément de mesures, notamment à Mandelieu-la-Napoule, pour ne citer que cet exemple-là, où la mairie a décidé de racheter carrément des maisons qui étaient dans des zones inondables pour tout simplement les détruire et rendre les terres perméables. Alors Ana Navarro-Pedro, sur effectivement tout ce qui peut provoquer, en tout cas accélérer peut-être les conséquences liées, donc je parle d'urbanisation, on parlait du littoral, effectivement. Le Portugal prend acte, fait...
C'est un peu comme en France, on connaît les tenants et aboutissants de réchauffement climatique, on connaît le problème de l'érosion du littoral, qui est très visible chez nous d'ailleurs, et comme en France, la classe politique ne semble pas être très attentive à la question. Vous avez en France des formidables modélisations, de formidables spécialistes qui ont fait des rapports, qui ont fait des préconisations et qui ne sont pas tellement suivis, que ce soit au niveau territorial ou au niveau parisien par ceux qui sont à manette du pouvoir. On voit même un recul et au Portugal, c'est pareil, parce que ce n'est pas vendable, ce n'est pas sexy lors d'une élection de parler de ces problèmes, de prévenir qu'on va peut-être devoir quitter sa maison sur le littoral pour aller plus à l'intérieur. Mais les conséquences peuvent être compliquées pour les politiques, hein, puisque vous, votre ministre de l'Intérieur, enfin au Portugal, elle a démissionné. Elle a été nulle, elle a démissionné. Bon, probablement un chat. Après, le gouvernement l'a gardé, mais on a eu quand même, oui, en plus, on a eu des maires qui ont été absolument exceptionnels et vraiment à la hauteur de la situation, d'un dévouement total, et ils sont vraiment appréciés par la population. Mais il n'en reste pas, pardon, oui. Alors, Florian Orengue, justement, sur le rôle des élus locaux, il y a des municipales qui approchent en France. Il semblerait que tout ce qui est transition, environnement, ne soit plus vraiment dans le top des priorités des Français. Est-ce que là, vous pensez que ça va faire un coup de projecteur, ou ça se passe dans le sud-ouest, donc finalement, le reste du pays... C'est une bonne question. Ce qu'il faut dire sur les élus de terrain, c'est qu'ils font un travail incroyable, formidable. On est tous les jours aux côtés, dans les reportages, on les voit, de maires qui vraiment aident leur population, mettent en place tout ce qui est dispositif de sauvetage, hein, puisqu'on a des habitants qui ont été récupérés par bateau, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, donc ils font vraiment un travail incroyable. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'en France, ce n'est plus l'État qui a la prérogative d'entretenir les digues qui protègent les habitations, les communes. Ce sont les communautés de communes qui, depuis 2 ans, doivent financer l'entretien de ces digues. Est-ce qu'elles ont les moyens, justement alors, non, aujourd'hui, clairement, les maires disent on n'a pas les moyens de lever un impôt suffisamment important. C'est la fameuse taxe Gemapi. Cette taxe n'est pas suffisamment importante pour financer l'entretien de ces digues. Et il y a même un problème, si vous voulez, de solidarité entre les maires de certaines communautés d'agglomération, puisque ceux qui ne sont pas concernés directement par les inondations n'ont pas tellement envie de payer, au détriment de ceux qui sont en première ligne et donc qui vont se retrouver les pieds dans l'eau quasiment chaque hiver. Voilà. Donc il y a un vrai travail en France de réflexion sur l'entretien des digues, parce que c'est souvent ça qui permet d'éviter les catastrophes, même si dans l'épisode qui nous concerne aujourd'hui, il y a des digues qui ont été submergées, donc même entretenues, elles n'auraient pas tenu. Malgré tout, c'est le vrai nerf de la guerre aujourd'hui. Donc les digues, et on parle aussi du retour des haies, mais vous avez aussi parlé de ce problème de financer dans un pays où la dette publique est un vrai problème. Effectivement, il faut composer avec toutes ces données. Alors, autre pays durement touché, l'Espagne. Le Premier ministre Pedro Sánchez s'était rendu le 9 février dernier dans un village sinistré et il a lancé cet appel. On l'écoute. Cela exige des ressources, mais aussi une adaptation à une réalité climatique totalement nouvelle, qui dépasse souvent les prévisions scientifiques et qui doit amener toutes les administrations à travailler ensemble à l'élaboration de politiques publiques communes face à une réalité malheureusement totalement nouvelle, à savoir la réalité climatique. Voilà, une nouvelle réalité climatique. Alors on fait comment pour s'adapter, Frédéric ? Il y a plein de mesures qui sont extrêmement concrètes, que les communes peuvent effectivement adopter ou que Monaco fait à son petit niveau. Mais vous avez plus classiquement le curage des cours d'eau, par exemple. C'est un véritable problème. Effectivement, c'est pas sexy, ça coûte de l'argent, c'est pas sexy pour le maire. Il va pas gagner une voix parce qu'il a curé un cours d'eau. Mais en revanche, s'il ne le fait pas, il risque d'en perdre parce que forcément, les inondations seront beaucoup plus violentes et seront beaucoup plus rapides. Vous avez aussi ces installations de bâtards d'eau qui sont des petits barrages, si vous
voulez, que l'on peut assez vite mettre en application pour protéger certains quartiers ou certaines rues. Ça se fait de plus en plus le long du littoral. Vous avez les bassins de rétention d'eau. Beaucoup de communes le font. Je prenais l'exemple tout à l'heure de Mandelieu-la-Napoule qui a ouvertement décidé de racheter ces villes-là, ce qui n'est pas simple, hein, parce que le foncier sur la Côte d'Azur, c'est pas bon marché. Les gens à qui on demande de quitter la maison, c'est pas forcément évident non plus. On gagne pas beaucoup de voix quand on demande à quelqu'un de quitter son domicile. Mais ça a été fait. Ces maisons ont été rasées et ça devient aujourd'hui un bassin de rétention avec une zone verte, si vous voulez, qui pourra absorber une partie de l'humidité. Il y a un certain nombre de mesures qui existent. Il y a aussi les protections des digues qui sont un enjeu fondamental. Mais là aussi, ça coûte extrêmement cher, c'est pas bien vu. Et puis, je terminerai par là, il y a une révision des plans d'urbanisme qui est fondamentale. Et aujourd'hui, on est obligé d'intégrer ce risque-là et de renoncer à octroyer des permis de bâtir sur les zones côtières. Et mais ça aussi, ce n'est pas très populaire. Non, pas vraiment. Ana Pedro Navarro, est-ce qu'on peut prendre, est-ce que dans l'Europe, on peut prendre des exemples sur ce qui est fait au Portugal? Écoutez, ce qui est fait, c'est peut-être pas suffisant. Il y a beaucoup de projets, notamment des bassins de rétention d'eau en hiver, parce que nous avons l'autre problème en été, une sécheresse énorme, surtout dans le sud, et notamment, on parle même de désertification ou de risque de désertification du sud. Du Portugal, les images satellites sont assez parlantes quand même en été. Et donc, il y avait des projets ou des idées plutôt d'avoir des bassins de rétention d'eau, surtout dans le nord et dans le centre, et des aqueducs pour acheminer cette eau vers le sud, surtout en période de sécheresse. Mais tout cela exige des investissements énormes. Le Portugal est en période d'austérité quasiment sans cesse depuis 2008, 2009, 10. Même si on parle miracle économique portugais, c'est difficile d'avoir des fonds pour cela quand il en manque encore pour l'école ou pour l'hôpital. Donc, et même quand on voit toutes ces images, c'est vrai qu'on pourrait se dire quand on voit ces images quand même de désolation, et, oui. Et vous l'avez dit, des victimes. Il y a une reconstruction qui doit se faire. Et un redressement d'ailleurs du pays, parce que nous avons été vraiment affectés, en plus de la pluie, des inondations, comme je dis, qui restent encore des villages en ce moment depuis un mois coupés, des routes coupées, des entreprises qui ne peuvent pas travailler. Donc, dans tout cela, dans ce redressement, il y a par exemple des architectes qui ont demandé à être associés aux travaux de reconstruction, justement dans une perspective d'une reconstruction qui puisse faire face et qui tienne compte de ce changement climatique qui semble être maintenant permanent. Donc, oui. Par exemple, je ne sais pas quels sont vraiment les projets qu'ils veulent mettre en avant. En tout cas, il y a une dynamique. Mais il y a une dynamique, il y a cette demande et donc cette prise de conscience très forte là en ce moment. Sébastien Thomas, est-ce qu'il y a urgence? Parce que finalement, l'Europe, c'est le continent qui se réchauffe le plus, non? Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas sexy, mais vous savez quoi? Je pense qu'on peut aussi inventer un autre narratif. C'est-à-dire que de toute façon, ça coûte de l'argent, mais ça coûtera beaucoup moins d'argent de faire des choses maintenant que de ne rien faire. Et on le voit déjà parce que les gens le constatent, les primes d'assurance vont augmenter. Donc, de toute façon, l'argent, il va falloir le mettre. Et puis, ça peut être sexy de vivre dans un monde qui s'adapte au changement climatique parce qu'on mange mieux, on se déplace mieux, on se nourrit mieux, on voyage mieux. En fait, il y a aussi toute une partie, sans imaginer que ce soit un retour en arrière, mais que ce soit finalement un futur enviable auquel on donne envie d'adhérer. Et c'est un petit peu ça qu'on peut tirer de ces crises à répétition. Il y a vraiment un truc dont moi je suis convaincu, c'est que l'ensemble de la population, je ne sais pas comment c'est au Portugal, mais en tout cas en France, elle est largement en avance par rapport à la classe politique. Les gens ne sont pas idiots, ils ont vu qu'il y a un réchauffement climatique et donc ils ont ils veulent qu'on réagisse. Il y a quelque chose à faire ensemble. Merci, faire quelque chose ensemble, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans Allons-y Franco. Merci à vous d'avoir regardé cette émission, merci à vous quatre d'y avoir participé. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.